bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Dans le ciel tout bleu des universités du Bénin, c'est la sérénité avant la tempête, rapportent plusieurs sources. Les enseignants-chercheurs, le bras armé des universités seraient très remontés contre l'autorité de tutelle. Lettre ouverte pour parler, mais rien n'y fit. Le torchon brûle au point de rendre délétère le climat du travail. Entre l'autorité et ses partenaires de premier plan, on lui dit un rapport entre chien et chat. Mais qu'est-ce qui oppose réellement cette catégorie d'enseignants à leur autorité de tutelle et quelle porte de sortie de crise? Ce sont là, mesdames, messieurs, entre autres préoccupations au cœur de l'émission débat du jour. Deux enseignants-chercheurs pour nous édifier. Et ce sera autour du thème fronde des enseignants-chercheurs des universités du Bénin. Une option motivée ou de la rébellion. Le débat tout de suite et maintenant, à ma gauche, sur ce plateau, Dr Arnaud Huidissin, secrétaire général du bureau exécutif national du SNEC Bénin. Il est enseignant-chercheur. Dr Arnaud Huidissin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, vous l'avez sans doute reconnu, chez téléspectateurs, un autre enseignant-chercheur, oui, qui mieux qu'eux pour nous expliquer ce qui se passe. Lui, là, non, Sir Eténé. Il est professeur de géographie à la Flash, enseignant-chercheur donc de son état. Sir Eténé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Avec votre permission, chers invités, chers téléspectateurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, cette petite note qu'il faudra bien recevoir chez vous. Alors, dans l'émission 100% Bénin, appel incessant pour un deuxième mandat de talent, qui vous souvient, dans l'émission diffusée le 1er septembre, l'un des invités, M. Mathieu Avlessi, avait rapporté des propos attribués à Mme Brigitte Adelakou-Oussou, précédément chef service des programmes au niveau de l'ORTB. Des propos dans lesquels, Monsieur Mathieu Avlessi, oui, disait que Mme Brigitte Adelakou aurait qualifié la chaîne nationale de TV Yaï. Brigitte Adelakou dit de ne pas se reconnaître dans ses propos, dans un message à nous adressé. Et celle-ci juge diffamatoire les propos de M. Mathieu Avlessi. Le thème Yaï TV n'émane pas d'elle, dit-elle. M. Avlessi doit donc en assumer l'entière responsabilité. Fin de citation. Merci donc pour l'attention. Nous allons poursuivre avec ce qui nous réunit ce jour-ci. Dans les universités du Bénin, mesdames, messieurs, ça boude sérieusement depuis peu. Et ces derniers jours, le ton a carrément monté d'un cran. Docteur Arnaud Huidissin, que se passe-t-il réellement? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, nous vous remercions de nous avoir invités pour éclairer le peuple béninois, voilà, sur ce qui se passe réellement dans nos universités et donc au Bénin. Avant d'aller au fond des choses, j'aimerais, avec votre permission, donner une précision sur l'intitulé de l'émission. Oui. Voilà, vous avez mis est-ce que c'est motivé, ou est-ce que c'est une acte de rébellion? Oui. Alors, je vais vous demander gentiment qu'il ne s'agit pas du tout d'un acte de rébellion, qui va supposer que nous ne faisons pas preuve de loyauté, de docilité envers l'autorité, et que nous sommes dans une forme qui ne se justifie pas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. De ce point de vue-là, nous avons plus tendance à aller vers ce que c'est un acte motivé. C'est ça. Et donc, les motivations, nous allons vous les faire savoir. De quoi s'agit-il? Il faut remonter plus loin. Vous avez dit qu'il s'agit d'une gronde qui monte depuis peu. Oui. C'est pas depuis peu. Il faut remonter à 2019. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Vous vous permettez, là, vous voulez apporter des éléments, vous dites que c'est motivé. Oui. Je suis tenté de poser la même question à votre vis-à-vis. On l'a intitulé ainsi aussi à raison parce qu'on a entendu l'autorité qui dit être vraiment à l'écoute, apporter l'essentiel à ses enseignants. Vous êtes aussi enseignant, chercheur. Est-ce que la main sur le cœur voudrait bien dire que ce qui se passe là, ce n'est pas une rébellion? Je m'aligne entièrement sur ce que mon collègue vient de dire. C'est vraiment motivé, c'est pas un acte de rébellion, mais c'est plutôt un acte motivé.
Les raisons sont là. Ah bon? On va développer si on rentre dans le vif du sujet. Ok, on entrera donc dans le vif du sujet s'il voudrait se taper rouge de cette façon, parce que j'ai plutôt beaucoup entendu parler de vous comme quelqu'un qui monte la tête aux gens. Bon, ce sont des propos à nous apporter. On vous a invité pour savoir ce qu'il en est, on en saura un peu plus. Alors dites, les actes qui vous ont poussé surtout à adopter cette posture aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, il ne s'agit pas d'une question personnelle. Okay. Donc, je ne voudrais pas que le débat soit personnalisé. Ça n'a rien à voir avec les têtes qui dirigent ce ministère. Mais ça a tout à voir avec les actes pris par ces autorités. Allons-y. Voilà. Pour faire simple, nous sommes le 29 avril 2019. Le ministre de l'Enseignement supérieur d'alors a sorti une note circulaire adressée aux recteurs des universités, dans laquelle il est précisé les nouvelles conditions d'inscription ou de soumission de dossier au CTS du CAMES. Et les conditions pour passer le concours d'agrégation. Dans ces conditions, il est dit que tout enseignant-chercheur peut librement s'inscrire ou déposer son dossier au fait d'inscription sur une liste d'aptitude du CAMES. L'annonce circulaire allait plus loin, en disant ceci clairement que désormais, tout enseignant-chercheur sera désormais recruté sur ouverture de poste. Reclassé sur ouverture de poste. Pourquoi? Simplement parce que, oui, si vous êtes inscrit sur une liste d'aptitude du CAMES, c'est une promotion. Donc vous êtes déjà dans un corps avant de déposer le dossier ou bien avant d'aller au concours pour être promu. Et quand vous êtes promu, l'État devrait normalement, en conséquence, vous reclasser. Donc, la note dit, désormais, cela doit se faire non plus automatiquement, comme le disent les textes, mais sur ouverture de poste. Plus clair, ça suppose que si vous êtes 10 à aller au concours, si vous êtes 10 à déposer vos dossiers dans les CTS, si 6 ont été promus, l'État est en droit de dire, sur les 6, nous ne reclassons que 2. Les 4 qui restent, on les laisse sur le carreau. Qu'est-ce que la note dit? Et quand la note est sortie le 29, le 31, il y a une note rectorale qui est sortie et qui a détaillé les conditions en appelant les candidats, donc ceux qui vont déposer leur dossier pour le CTS, et les éventuels candidats au concours d'agrégation, à payer une participation, donc une contribution financière, dans une banque, avant de pouvoir passer le concours et avant que leur dossier ne soit étudié au CAMES, ce qui ne se faisait pas avant. Les enseignants réunis en Assemblée générale ont dit les choses ne peuvent pas se passer de cette manière-là. Nous avons déposé une demande d'audience à la ministre. Elle n'a cru devoir nous recevoir. Elle nous a ignorés. Elle ne nous a jamais reçus jusqu'à son départ. Puisqu'elle ne nous a pas reçus, les collègues qui vont au concours ou dont les dossiers vont être examinés par le CAMES avaient déjà déposé leur dossier. Les dossiers sont apprêtés généralement de décembre à février. À février, la plateforme est fermée, donc on ne peut plus rien faire. Les collègues ont déjà déposé leur dossier, ils ont déjà reçu des accusés de réception du CAMES. Et c'est en avril que la ministre sort la note circulaire pour dire « Vous allez payer pour ce concours-là ». Dites-moi, monsieur le journaliste, si dans un jeu, on change les règles du jeu quand le jeu a déjà commencé. Dites-nous. Nous avons dit « Ça ne peut pas se passer de cette manière-là ». Puisque nous sommes tous responsables, nous avons demandé à échanger avec l'autorité. Et elle n'a pas cru devoir nous écouter. Elle nous a ignorés royalement. Nous
pour prendre nos responsabilités, nous avons adressé une lettre au secrétaire général du CAMES pour dire le Bénin veut se désengager. Parce qu'aucun pays n'a demandé à ses candidats de payer une contribution financière pour leur inscription au CAMES. Pourquoi? Simplement parce que quand un ancien chercheur est promu, c'est l'État qui reçoit de la lumière scientifique à l'international. Donc il n'est pas question qu'on demande aux enseignants de payer quoi que ce soit pour leur promotion. Plus loin, non seulement on nous demande de payer pour que nos dossiers soient étudiés au CAMES, mais on nous dit encore, oui, vous pouvez être reçu, vous pouvez être inscrit sur la liste. Et quand vous revenez, c'est à l'État de décider si vous allez être reclassé ou pas. Donc vous pouvez bien être reçu. On ne vous garantit pas de vous reconnaître cette nouvelle inscription. Donc on peut ne pas vous reclasser. Sur quelle base on va choisir parmi nous 6 qui avons réussi ceux que l'on va inscrire et ceux qu'on va laisser? On a suivi ce dossier-là. On a vu un peu la polémique qui s'en est suivie, mais par la suite, plus rien. On a conclu que c'était un dossier réglé. Pourquoi vous revenez sur ce dossier? Ça n'a jamais été réglé. Simplement parce que quoi? Après le départ de cette ministre-là, il y a une autre qui a pris fonction. Nous n'avons pas tardé à lui demander audience pour lui expliquer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, les gros problèmes auxquels nous sommes confrontés à l'université. Elle a fait preuve d'ouverture, elle nous a reçus sans délai. On a échangé avec elle. On lui a fait savoir quels sont nos problèmes. Elle nous a écoutés, que le jugement, et elle a laissé une ouverture. C'est-à-dire, le dialogue est ouvert. Soyons en train de discuter, trouvons les solutions ensemble aux problèmes qui se posent. Donc, oui, nous échangeons avec elle. Nous avons tenu une dernière séance au mois de juin. À cette séance, la même question de la circulaire est revenue. Parce que nous lui avons demandé, quand elle nous a reçus, que cette circulaire-là soit rapportée. Et c'est là qu'elle nous a demandé, ensemble, trouvons une solution. Nous étions dans cette discussion. Elle nous a reçus à une dernière rencontre. Pendant cette rencontre-là, on a convenu que chaque partie, qu'un rapport commun soit rédigé. On a rédigé le rapport, on nous a soumis le rapport pour observation. Nous avons fait nos observations. Nous nous préparons pour envoyer nos observations. Quand le 10 juillet, la nouvelle ministre a sorti une circulaire qui reprend mot pour mot l'objet de l'ancienne circulaire de son prédécesseur. J'ai les circulaires là, vous pouvez vous lire les objets. Vous voulez dire que même après les discussions où vous avez semblé noter une certaine ouverture, c'était un retour à la case départ? Absolument. Permettez-moi de me retourner vers M. Eténé pour en savoir un peu plus. M. Eténé, vous avez gardé beaucoup de sourires. Je disais avoir entendu dire que vous êtes de ceux-là qui souvent réunissaient les vôtres pour dire oui, il faut aller dans tel ou tel autre sens, un leader ensemble. Qu'en est-il de ce dossier? Ça fait quand même bizarre, hein? 2019, février, avril, des discussions, après un silence qui ne dit pas son nom de la part des enseignants. Et puis, surprise, hein, ce sujet revient encore au nombre de nos doléances. Merci, monsieur le journaliste. Ce n'est pas le silence en tant que tel. Et j'ai toujours tendance de dire que la lutte syndicale, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Donc, le temps que vous n'avez pas vu la réaction, nous travaillons. C'est ça. Nous continuons la lutte. Non, ça se négociait. Nous continuons toujours par d'autres voies et moyens pour vraiment faire face à cette situation. Je voudrais d'entrée de jeu dire que depuis 2016, l'intersyndicale n'a cessé de travailler, de répondre à toutes les provocations de ce régime. De répondre aux différentes provocations de ce régime. Provocations? Oui, je peux dire ainsi parce que ce que les deux notes circulaires, je considère ça comme une provocation. Pourquoi? À mon avis. Parce que
c'est contrairement au décret de 2010 qui régisse le statut particulier des enseignants du supérieur. Il y a une mauvaise interprétation de ce décret. Et c'est ça qui me fait sourire tout le temps, quand lorsque nous sommes en négociation, nous sommes en discussion, l'autorité essaie de montrer que c'est par rapport à notre statut, et c'est ce qui est prévu dans notre statut qu'il est en train de mettre en application. Je donne un exemple. Oui. Lorsque, dans la note circulaire, on fait référence à l'article 18 du décret 2010, qui fait référence à la question de recrutement des enseignants. L'article 18 parle de recrutement des enseignants dans le corps des assistants. Mais l'article 20, qui parle de reclassement des enseignants aux différents grades, n'a jamais été abordé. Et lors des différentes rencontres, même tout dernièrement, lors du séminaire ministériel organisé par Madame le ministre, nous avons soulevé cette question. Après l'exposé du chef service des ressources humaines, nous avons pris la parole pour dire il est judicieux de présenter l'article 18 et présenter l'article 20 pour que nous puissions apprécier. Et quelle est-ce que c'est la même lecture? Sans réponse. Sérieusement? Sans réponse. Vous pouvez inviter les autorités, on peut faire le débat. Nous l'avons fait, et c'est faute de disponibilité. Alors, on espère que ça va se concrétiser dans le prochain jour. Je reviens sur la question de paiement. Oui. La loi 2016 ou 2017 sur la fonction publique, à son article 136 et 138, dit que l'État est garant d'assurer la formation de ses agents. Alors, si on a cette loi, cet article, mais maintenant cet État encore demande à ses agents de payer encore leur formation. Est-ce que vous avez rappelé au moins cette disposition-là à l'autorité? Toujours dans toutes les correspondances, dans tous les débats, on a fait sortir ces articles. On a fait référence. C'est pas que... J'ai dit une chose, que le vrai problème ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de la provocation. J'ai dit, il y a le décret... Sur cette disposition, avant d'aller au décret, sur cette disposition, quel est l'accueil qui a été accueilli, quel est l'accueil qui a été donné au contenu par l'autorité, pour ne pas vous donner, pour ne pas vous accorder une suite favorable? C'est à l'autorité de poser cette question. En réalité, c'est ça. Mais puisque vous avez discuté. Oui, nous avons toujours évoqué, nous avons mis les documents. Mais je veux vous illustrer mes propos par ce décret 2016-244 du 4 avril 2016. Qui stipule? C'est un décret portant conditions de bénéfice de la promotion professionnelle des enseignants des universités nationales du Bénin dans les différents corps prévus par leur statut particulier. J'ai dit. Je vous lis l'article 2 et 3. 2 et 3. Est considéré comme promotion professionnelle le reclassement des enseignants des universités nationales du Bénin dans le corps des maîtres assistants, des maîtres de conférences, des professeurs titulaires. Article 3. Peut bénéficier d'une promotion professionnelle l'enseignant du supérieur remplissant les conditions ci-après. Être un agent permanent contractuel de l'État, être enseignant du supérieur en activité, n'avoir pas atteint la limite d'âge d'admission à la retraite, être inscrit sur une liste d'aptitude du CAMES ou toute autre liste reconnue, équivalent par le conseil scientifique des universités concernées. Avoir obtenu l'avis favorable du conseil scientifique des universités. Alors, vous allez me dire que les autorités ne sont pas au courant de ce décret. Et ce décret n'a même pas... Ce décret est là. Mais pourquoi on va chercher, en prenant ces notes circulaires, la note 1541 et à la note 1408,
nous avons tenté d'expliquer à l'autorité qui semble écouter. Mais on ne sait pas là où se trouve le goulot d'étranglement. Vous ne savez pas là où se trouve le goulot d'étranglement. Alors, manifestement, quand on vous suit, ce sont plutôt vos acquis qui sont en train d'être remis en cause, c'est cela? C'est bien ça. C'est bien ça. Ce sont nos acquis simplement parce que on est déjà dans un corps. On est déjà recruté dans un corps. Tout ce qui reste, c'est être promu. Et la promotion, c'est un acte volontaire chez nous. Parce que c'est volontairement qu'on constitue son dossier. C'est volontairement qu'on dépose pour dire, évaluez-moi, je vais avancer. Ça a toujours été le cas. Ceux qui sont, en place d'autorité aujourd'hui ont bénéficié de ces tests juridiques. Il n'en était rien quand ils en bénéficiaient. Aujourd'hui, on ne sait pas par quelle gymnastique on demande aux autres de ne pas bénéficier de ces acquis, alors que nous sommes dans un État démocratique. On dit le droit acquis, c'est un droit acquis. Il n'est pas susceptible de remise en cause. On n'a qu'à nous dire quelles sont les raisons qui justifient qu'on dise aujourd'hui certains ont bénéficié jusque-là, aujourd'hui, vous ne pourriez plus en bénéficier. Quand vous le dites ainsi, cela signifie que vous êtes resté sans réponse jusqu'alors. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Et pourtant, nous avons appris qu'il y a eu une rencontre pour statuer sur la question. Et la rencontre en question a eu lieu. Et vous y avez pris part. Ou bien vous démontez ce que je dis? Non, non. Ah, ok. Je vous ai dit, à l'arrivée de la nouvelle autorité, c'est nous qui nous sommes levés pour dire, rencontrez-nous. Elle a accepté. Gentiment, elle nous a rencontrés, on a discuté. Et on lui a fait savoir quelles sont nos préoccupations. On a tout expliqué. Elle a accepté en disant, oui, soyons en train de chercher les voies et moyens pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde à ce problème-là qui se pose. C'est ce que nous étions en train de faire, mais subitement, le 10 juillet, elle également a sorti la même circulaire, à peu de choses près. Elle a dit, en 2019, on a dit conditions de soumission de candidature. Elle a dit candidature soumise au CTS. Il n'y a pas de différence dans les objets. Juste un jeu de mots. C'est juste un jeu de mots. Et c'est la même chose. Alors, de juillet à septembre, le temps a fait son œuvre. Et là aussi, il y a eu d'autres rencontres. Oui. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit ici? Ce n'est pas que vous jouez aussi, en tout cas, je nomme pas le mot. Que s'est-il passé alors? Non. De juillet à septembre, quand la note est sortie, nous avons sorti une déclaration, la coordination de l'intersyndicale, qu'on a envoyée à la ministre pour dire nous désapprouvons cette circulaire-là qui est sortie et qui prend mot pour mot ce que votre prédécesseur a sorti comme circulaire. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. On n'a pas eu de réponse. Chaque syndicat a décidé d'aller plus loin. Vous avez dû lire dans les journaux les déclarations de chaque syndicat. Tout à fait. Tous les syndicats sont allés dans le même sens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nous attendons toujours de discuter. Nous discutons, ça a continué. Pas plus tard qu'hier, on a discuté, pas directement avec l'autorité, mais avec le cabinet. Alors, qu'est-ce qui en ressort? Non, ce qui en ressort simplement, c'est que, pour dire les choses telles qu'elles se présentent, c'est que nous n'avons pas la même interprétation des tests. C'est ça qui pose le problème fondamental. Et ça dit que pour les enseignants, et je rappelle à nos téléspectateurs que l'autorité est enseignante de profession, très opérationnelle. Alors, et ça dit que pour vous, enseignants, jusqu'à l'heure où nous parlons, vous n'êtes pas parvenus à coordonner vos idées en termes d'interprétation et qu'il faudra l'arbitrage, je ne sais pas, de quelqu'un d'autre, le médiateur de la République. Non, dites sérieusement. Oui, non, nous n'irons pas jusque-là. Nous avons encore bon espoir qu'une solution sera trouvée entre l'autorité et nous. Nous avons cet espoir-là. Vous avez bon espoir que l'issue ne tardera pas. Nous avons espoir, mais alors, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'issue de cette dernière, en tout cas à la date où nous intervenons de cette rencontre? Qu'est-ce qu'il y a à partager avec les vôtres qui s'impatientent? Je voudrais, d'entrée de jeu, féliciter les collègues qui ont refusé de payer. Qui ont refusé de payer. De payer. Et vous continuez de dire que ce n'est pas de la rébellion. Non, ce n'est pas de la rébellion, c'est leur droit. C'est un droit. Je pense qu'en 2019, l'objectif était de montrer
au niveau du sommet de l'État, cette réforme a pris. Et malheureusement, on a constaté, c'est un échec. Sur au moins 180 candidatures, au moins 23 ont refusé de payer. Quand ils faisaient le point, parce qu'il y avait des menaces. On a menacé des collègues. Ils ont mis en contribution même les chefs hiérarchiques des collègues pour les menacer. Ah bon? Pour dire, si vous ne payez pas, vous aurez tel problème, tel problème. Vous n'inventez pas, sérieusement, là. Je l'ai dit à si plusieurs vous ne payez coups. pas, vous aurez tel problème. C'est quoi les problèmes, là, qui n'ont pas de nom? Et vous dites tel problème, si c'est du sérieux. On ménage des gens de les vider de leur labo, etc. Bon, je profite de ce micro pour féliciter ces collègues qui ont tenu bout en bout jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut reconnaître aussi, l'autorité reconnaît la pertinence de cette revendication. Mais il y a ce qu'on appelle les pesanteurs politiques qui fait que aujourd'hui la prise de décision se pose un problème. Je voudrais d'abord... Non, les enseignants-chercheurs, oui, de par votre profil, vous n'avez pas de lien direct avec la politique. Non, ce que je dis, Oui. Nous avons fait des propositions concrètes à l'autorité. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas passé par deux mots pour dire ce qu'on veut. Nous avons dit d'abroger la note circulaire. C'est ce que nous avons demandé. Oui. Si on abroge les questions de paiement, les questions de reclassement, c'est réglé. C'est réglé. C'est réglé, c'est ce que nous avons demandé. Il n'y a pas autre chose que nous avons demandé. Votre vis-à-vis a dit tout à l'heure que c'est la question d'interprétation qui pose problème. Oui. Vous sortez le politique et La là... question d'interprétation, c'est quoi? Je voulais dire ceci. Nous avons des collègues qui travaillent dans ce sens pour torpiller la maison université. Vous voulez dire, votre problème, c'est encore vous-même. C'est cela? Il faut l'assurer. Je le dis clairement. Certains collègues qui sont au niveau des décisions torpillent la maison université. Non, mais ça s'entend difficilement. Des collègues qui sont à certains niveaux, à des niveaux décisionnels, qui pourraient donc booster ce que vous demandez, viennent torpiller, alors que le gain sera à tous. Voilà. Ça ne se comprend pas. C'est ça le véritable questionnement. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et ce qui fait, ce qui renchérit encore cette question, je vous dis, il y a d'autres corps. Je prends par exemple la fonction publique, le ministère des Finances. Mais c'est une aubaine pour nous charcuter, pour finir avec nous. Mais je vous dis, on dit, mais ils gagnent des millions. Monsieur le journaliste, j'ai quelques statistiques ici. On dit que c'est l'enseignement supérieur qui a fait gonfler la masse salariale. Je vous donne un chiffre. Oui. Aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il n'y a que pour les 4 universités, 1160 enseignants. 1160 enseignants. Autrement, vous êtes en déficit. Ça. Bon, mais ce n'est pas là le problème. On dit que vous êtes... 1160 enseignants. Budgétivore. Quelle est la masse salariale? Voilà. On voudrait savoir. Les enseignants du supérieur aujourd'hui. C'est ce débat que je dis toujours. Il faut que les collègues financiers viennent, qu'on puisse mener ce débat. C'est quoi la réalité? Dites-nous. Je vais vous dire une chose. Quel est le salaire réel d'un enseignant du supérieur? Je vous dis ça sur ce plateau. Sans les primes, le salaire brut d'un enseignant, quand tu es assistant, autour c'est 232 000. Dis-moi. Oui. Quand on prend ça comme ça, c'est vrai que ça froisse même. Un enseignant du supérieur, ça ne s'entend pas. Mais on n'oublie pas, il paraît qu'au Bénin, c'est de connivence avec souvent les cadres que les choses se font. Vous me diriez si c'est ça ou pas. Il paraît que oui, les salaires, c'est fait à décès, c'est de maudiques sommes, mais les primes, allez-y voir. Parfois, c'est des millions. Qu'en est-il dans votre cas? Les millions, c'est l'État qui paie aussi. Si le salaire est à 200 000 et que vous percevez au nom des primes que vous vous entendez avec l'autorité ou certains cadres,
a gonflé. Et vous retrouvez à des millions, peut-être le prix me met à 3 millions et 200 000 pour ce que l'on décaisse de cette façon. Ça vous fait 3 millions 200 000, c'est beaucoup. Ah bon? Pour 160 enseignants et plus. La réalité, elle est quoi? La réalité, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Le prime de publication. Vous savez, c'est combien? Non. 8% de salaire indiciaire. Tu prends 232 000. Tu prends le 8%. Non officiel. Je C'est dans la langue de bois. Non, c'est ça. Je dis 8% de salaire indiciaire. Prime de publication. Publication, oui. Alors, va voir des publications dans des revues cotées. Vous pouvez faire des publications qui vous reviennent à 3 000 $, à 1 000 $, à 2 000 $. Mais personne n'a parlé de ça. C'est pour notre promotion parce qu'il faut publier. Et ce n'est pas une seule publication. Tu vas pour la maîtrise de conférence. Il faut 10 publications. Ce n'est pas les 10 publications que tu présentes. Il faut aller jusqu'à 15 publications. Mais on te donne 8%. Encore, je vous donne un autre exemple. On parle des heures supplémentaires. Oui. 1 heure, c'est 3 500 francs l'heure. 1 heure. 3 500 francs l'heure. L'État ne paie pas la totalité. Je vous donne un exemple. Une année, on a payé 17%. 17% de 3 500, c'est combien? À peu près 600 et quelques. Mais on n'a jamais dit ça. C'est ça les conditions. C'est les primes que vous avez dit que nous avons des primes faramineuses. En tout cas, on entend dire. Il faut bien vous entendre. C'est ce que vous voulez vous dire des choses. choses. Donc, c'est pour vous dire quoi? Certes, les primes, on a des primes, mais c'est catégorisé. C'est catégoriel, pardon. Vous avez des maîtres assistants, vous avez des assistants, vous avez des maîtres conférents, vous avez des professeurs titulaires. Ils sont combien? C'est ça la question. J'ai les statistiques ici. Je prends par exemple le cas de l'université d'Abomey-Calavi. Nous n'avons que 111 professeurs titulaires. Pour combien? Pour plus de 80 000 apprenants. En tout cas, ça, l'autorité a pris l'engagement de régler. Et ça aurait commencé. On a appris qu'il y a eu une vague de recrutement. Recrutement. Oui, nous avons appris officiellement. Pourquoi vous en riez sérieusement? On peut vous donner les statistiques. Ben, allez-y. Non, avant de venir aux statistiques, parce que vous avez avancé des éléments quand même, s'ils sont réels, je vais vous croire sur parole et vous ne pouvez pas être sur le plateau pour dire ce que vous dites là. Mais, docteur Arnaud ici, ce qu'on entend dit par votre vis-à-vis, vous souriez comme pour dire que c'est effectivement cela. Mais est-ce que vous avez fait la démarche qu'il faut? Vous avez suivi le chef de l'État lui-même dire, quand il est question de prendre certaines décisions et qu'on arrive à convaincre l'autorité de la pertinence à évoluer ou pas, l'autorité, c'est se raviser. C'est ça. Est-ce que vous avez expliqué à l'autorité la pertinence de vos démarches? Et l'urgence pour l'État lui-même, vous l'avez dit, le gain c'est d'abord pour l'État. Et on comprend partout ailleurs, c'est cela. Les enseignants chercheurs, on sait ce que ça apporte à un État. Est-ce que vous avez fait ce qu'il faut? Très bien, merci beaucoup de revenir sur, de poser cette question. Ça me permet de revenir sur un certain nombre de choses. Quand Madame la ministre en 2019 a refusé de nous recevoir, nous sommes réunis au sein de la coordination. En homme responsable, nous nous sommes dit, il faut éclairer l'autorité. Nous avons sorti un mémorandum où nous avons tracé, en fait, l'histoire de l'université, d'où on est parti, où on dit oui, on va élire les responsables. Le Bénin doit s'inscrire dans ce cadre scientifique régional pour faire la promotion de ces cadres. Nous avons adressé le mémorandum, on a déposé un exemplaire au ministère, on a envoyé directement à la présidence de la République le mémorandum. On n'a pas eu de suite. En tout cas, nous n'avons pas eu de retour par rapport à ce mémorandum. Vous prenez ce mémorandum, vous avez tout. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous sommes assis de nouveau et on a dit, oui, puisque nous avons l'impression que le cabinet confond recrutement et reclassement. Expliquons au cabinet ce que c'est qu'un recrutement, ce que c'est qu'un reclassement. Nous avons sorti une lettre et nous avons
expliqué à l'autorité ce que c'est qu'un recrutement. Nous avons expliqué ce que c'est qu'un reclassement sur la base des tests que nous avons. De ces tests. Et la suite, ça a été? La Suisse a été que nous n'avons pas eu de réponse. Subitement, on nous a dit oui, le test a été envoyé à la cellule juridique de la présidence pour l'étude. Nous en sommes là. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui. Jusque-là, personne ne nous a dit qu'est-ce qu'il en est. Vous êtes assuré que la cellule juridique est entrée en possession des documents? Non, nous n'avons pas pour mission d'aller à la présidente demander est-ce que vous avez reçu notre... Non. C'est le cabinet et eux, institution. C'est pas à nous de le faire. Nous avons fait ce qui est en notre pouvoir, c'est de travailler à éclairer l'autorité. Nous l'avons fait et nous avons déposé ça au cabinet avec accusé de réception. Donc nous sommes convaincus que ça a été reçu. Maintenant, quelle exploitation en a été faite? Nous, on ne peut pas dire. Et du retour, vous n'en avez non plus? On n'en a pas eu. C'est vous dire simplement que nous faisons ce qui est, ce qui nous revient comme devoir. On le fait suffisamment. Et c'est pour ça que, oui, nous avons du mal à admettre le concept de rébellion. Il ne s'agit pas de rébellion. Vous insistez là-dessus. J'insiste là-dessus. Et l'autorité, là, pourtant, m'a appelé pas plus tard qu'avant-hier, toute sa disponibilité à accompagner des enseignants qui viennent d'une maison à laquelle elle appartient. Absolument. Et qu'elle ne saurait marcher sur ses collègues. Ce sont des mots suffisamment expressifs. Oui, c'est pas faux. S'il y a quelque chose à saluer en cette autorité, oui, c'est qu'elle se montre à chaque fois ouverte à nous recevoir. Elle nous reçoit, contrairement à l'autre. Okay. Elle ne nous a jamais reçus. C'est ça. Et sa maison, elle y est revenue. D'accord? Celle-ci, elle se montre ouverte, elle nous reçoit, elle discute avec nous. Sauf que, quand on discute, il faut que cela soit traduit dans les faits. Dans les faits. Je viens de vous dire... Les enseignants-chercheurs ont la manie d'aller chercher là où personne ne peut aller chercher. Est-ce que vous avez cherché à savoir ce qui cloche? Elle qui a tant de volonté, et ça ne marche pas. Vous savez, nous... la politique, c'est pas notre affaire. Je ne sais pas pourquoi nous sommes dans l'académique, oui, nous sommes dans un cadre scientifique, et tout ce que nous faisons, voilà... Justement, scientifiquement, vous avez fouillé? Chacun fait ce qu'il peut. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Vous-même, vous êtes décidément dépassé par les événements, c'est cela? Non, on n'est pas dépassé, on continue, on croit toujours à l'autorité. On croit toujours à l'autorité. Vu que vous ne sachez pas ce qui se passe, là où ça cloche, avec une autorité qui a de l'ouverture... Nous sommes dans une démarche scientifique. Ok. Nous continuons de croire à la bonne volonté des autorités, d'écouter. Peut-être ce que nous pouvons dire quand l'information remonte, peut-être à un niveau donné, oui, l'information n'est pas traduite dans l'esprit réel à l'autorité. C'est ça. Peut-être c'est ça qui fait que la réponse... interprète, non? La réponse ne vient pas telle que nous espérons. Mais j'ose croire, et par le canal que vous nous offrez, nous donnez pour qu'on puisse s'exprimer, l'autorité suit. Peut-être c'est une opportunité pour nous. Avec toutes les démonstrations que nous faisons, l'autorité va saisir cette opportunité pour écouter réellement. En tout cas, on le souhaite. Les enseignants du supérieur. Quand il y a des bruits de bottes de l'autre côté, ça ne fait pas forcément bon. Alors, ce que nous voulons dire, l'enseignement supérieur, la science n'a pas besoin de bruit. Ce qui se passe. Et je vais vous raconter une anecdote. J'avais participé à la revue trimestrielle de notre ministère. J'ai vu le budget du ministère en 2019 s'élève à 60 milliards. Et on demande un enseignement de qualité. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais les 60 milliards représentent combien de pourcents de budget national? On dit moins de 2%. Et j'ai dit, vous réclamez un enseignement de qualité? Alors qu'en 2017, la France a alloué 35% de son PIB au secteur éducatif. Où ils ont déjà des grands ingénieurs, des grands savants, tout ça. Mais on continue d'investir dans le secteur éducatif. Vous pensez qu'il manque d'ambition? Non, dites sérieusement, vous pensez qu'il manque d'ambition? On est à l'ère des réformes. Et ce qui se fait actuellement, n'avez-vous pas foi que ça puisse impacter durablement l'université? Ce que j'ai l'impression aujourd'hui, que la fonction enseignante est clochardisée. Aujourd'hui? C'est ce que je dis, avec tout ce qui est comme des décisions prises en direction de l'enseignement. Moi, à mon avis, je pense que on banalise même la fonction.
Je vous dis, cette note circulaire a démotivé beaucoup de collègues aujourd'hui qui n'ont plus envie de travailler. Non, si ce que vous dites est ça, on ne peut pas penser autrement. Mais la fonction enseignante, Clochard disait, vous pouvez aussi le répéter? Non, ça me permet de revenir sur un certain nombre de choses. D'abord, on a distillé dans l'esprit commun que ceux qui sont les mieux traités dans la République, c'est les enseignants. Je ne vous cache pas, ils sont nombreux à vouloir venir vers vous, là. Nous le savons très bien. Ah, vous le savez, ok. Et nous savons bien aussi que certains de nos aînés tiennent ce propos. Et bien moi, je vais leur dire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Sur ce sujet, on peut faire toute une journée. Oui, dites-nous au moins, il n'y a pas de vérité qu'il y a là-dedans. Oui, pour ceux qui veulent vous assister là-bas, vous manquez d'assistance, ça aussi c'est un fait. Je vais vous inviter, dans quelques semaines, dans quelques mois, à venir assister à un cours que je fais en 2e année. Et quand vous allez rentrer dedans, vous allez voir que j'ai des étudiants jusque sous mes jambes. On ne parle pas de ceux qui sont aux alentours du bâtiment. En 2019, 2020 je fais procédure pénale en 2e année. Venez voir combien j'ai d'étudiants devant moi. Et je vous dis, les micros qu'on utilise, les piles qu'on achète là, c'est les étudiants qui se cotisent pour acheter les piles. Aujourd'hui? Ce que je dis là, prenez date, appelez-moi quand je vais faire ce cours là, avant qu'on me l'arrache. Venez et vous allez assister à comment ça se déroule, avec quel nombre d'étudiants aujourd'hui. Ok, si je mens, allez voir les étudiants demander. J'ai des étudiants jusque dans mes jambes, je vous dis. Sur le podium, jusque dans mes jambes. Et on ne parle pas de ceux qui sont dehors. Donc ceux qui ont ceux qui veulent venir, parce que les enseignants sont bien traités, ils n'ont qu'à venir, il y a de la place pour tout le monde. Hein? Sauf que bon, je ne sais pas, j'ai pas fini. Quand on dit les enseignants sont mieux traités, je vais dire une chose. Le tongolo de Gary coûte combien aujourd'hui? 400 francs. D'accord? Quand certains gagnaient 60 000 francs, ils disaient on gagne moins de 100 000 ou on gagne 100 000 francs comme salaire. Aujourd'hui, les enseignants d'université sont à 200 000, 400 000. Aujourd'hui, le Gary, c'est à 400. Hein? Quand vous allez à ces deux tongolos ensemble, c'est 700, 800. Avant, c'était combien? 50 francs, 75 francs au plus, et on criait. La vie d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Le coût de la vie d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Il faut considérer ça. Et quand vous prenez la fille de salaire, j'allais venir avec ma fille de salaire pour montrer un certain nombre de choses. Les gens ils n'ont pas tous les éléments. Quand on dit un enseignant gagne, il va prendre un maître assistant, il gagne 600 ou 700 000. Les gens oublient que quand il part à la retraite, il ne gagne pas 700 000. Il gagne combien? Quand on enlève tous les primes et tout ce qui reste là, tout ce qui vous reste comme salaire de base, et c'est dans ça que l'on va calculer le pourcentage et vous payez quelques miettes. Il est à combien? Je ne saurais vous donner le chiffre exact. 300 000. D'accord, moi je vais pas dire. Voilà, moi je vais pas avancer de chiffres. Je demande simplement aux gens de considérer ces éléments-là. Autre chose, quand on veut des apprenants bien formés, il faut que les enseignants soient en condition et actualisent leurs connaissances au jour le jour. Quand ce n'est pas fait, on a beau former les étudiants, voilà, on a des étudiants éclopés. Et ça, l'État doit y penser. Merci à vous. Je voudrais qu'on s'en arrête là comme un SOS des enseignants à l'endroit des autorités et toute la communauté, parce que le gain, c'est d'abord pour tous. Monsieur Etené, franchement, merci pour la disponibilité. On espère une oreille attentive de la part de l'autorité. On se retrouvera pour faire le point et dire qu'il y a eu d'avancées. Monsieur, Dissé, merci également à vous, réalisateurs. Un grand merci. 100% béné du jour. On va donc malheureusement s'en arrêter là, quitte à retrouver après nous inviter pour faire le point. On vous faut se comparer sur cette citation d'André Froussard. L'égoïsme est le pire ennemi du bonheur humain. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.